Vous voudrez donc faire un triomphe à celui qui est là maintenant devant vous. Voici Benjamin Demolien. Osez la sobriété. C'est confirmé, c'est l'année Marcel Proust. Benjamin Demolien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Calix pour cette joyeuse introduction. Et merci à mes prédécesseurs, à Tim et Tom, ou Tom et Tim, puisqu'ils font la paire, pour leur engagement pour cette ode au ralentissement. Je m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans, j'habite à Marseille. Allez Marseillais! Mais je suis breton. Ouais. Bon, on s'en fout, mais comme tous les Bretons, j'en suis fier, donc ça me fait plaisir de vous le dire. Ah. Voilà, il y a toujours un drapeau breton de toute façon partout. Depuis 3 ans, presque 3 ans maintenant, avec mon projet Expédition Zéro, j'ai décidé de mettre ma vie professionnelle, ma soif d'aventure et d'exploration, mon appétence pour la communication, au service de mon plus grand rêve, au service de ce que je considère finalement aujourd'hui comme ma mission de vie, à savoir de contribuer à rendre cool et populaire un sujet qui n'est pas forcément, à savoir la sobriété volontaire. Alors ce rêve, autant vous dire que ça n'a pas toujours été le mien. Il y a quelques années encore, mon plus grand rêve était bien différent. À l'époque, mon rêve, il était plutôt fait de voyages à l'autre bout du monde, d'American Way of Life et de Silicon Valley. Et à force de travail et de détermination, cet ancien rêve, j'ai réussi à le réaliser en décrochant un emploi à San Francisco, ce que je considère être un peu la Mecque de la tech. Voilà, c'était ça mon rêve à l'époque. Alors cet emploi, il consistait en quoi? Il consistait à vendre un logiciel, un software as a service, à des grandes entreprises américaines comme Google, Cisco, Amazon ou encore Coca-Cola, pour les aider à mieux performer. Honnêtement, je menais la belle vie, j'étais grassement payé, mais bon, rapidement, j'étais plus en plus l'employé modèle parce que je passais quand même la plus claire de mon temps, non pas derrière mon bureau, mais dans l'eau, à faire ce qui me passionne encore plus que la Silicon Valley, à savoir faire du surf et du kitesurf. En gros, je foutais pas grand-chose, quoi. Et cette passion pour l'océan, cet amour des sports de glisse, c'est ce qui m'a amené par hasard, un jour, quand j'habitais à San Francisco, à regarder le reportage « Le mystère plastique » fait par la Fondation Tara en 2016. Et c'est là que j'ai découvert un chiffre qui m'a choqué. Ce chiffre, porté par les scientifiques, c'est que 20 tonnes de déchets plastiques se déverseraient toutes les minutes dans notre océan. 20 tonnes. Alors peut-être que cet ordre de grandeur, il vous dit rien, mais pour vous donner un ordre de comparaison, 20 tonnes, c'est l'équivalent du contenant d'un camion poubelle comme celui-ci. Donc toutes les minutes, c'est le contenant de ce camion qui se déverse dans l'océan.
Je vais passer 30 minutes avec vous et pendant ce laps de temps, on a 30 camions qui vont déverser leur contenu dans nos océans. Alors, je ne sais pas ce que cet ordre de grandeur il vous fait, mais moi, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a fait l'équivalent d'un gros coup de poing dans la gueule. Ce premier électrochoc écologique s'est rapidement transformé chez moi en une sorte de dissonance cognitive entre la mission de mon travail qui consistait à aider des boîtes comme Coca-Cola à performer encore plus et ce fléau qui dévastait ce qui finalement me rendait le plus heureux au quotidien, à savoir l'océan. Cette dissonance, elle s'est rapidement transformée en une dépression et j'ai fini par quitter cet emploi dans la Silicon Valley. Je suis rentré en France et j'ai cherché à m'impliquer dans un projet de protection des océans, notamment de lutte contre cette pollution plastique. Rapidement, je suis tombé sur 2 officiers de la marine marchande, Simon et Alexandre, qui lançaient le projet Plastic Odyssey. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Plastic Odyssey, c'est un tour du monde de 3 ans qui vient de partir il y a 1 mois et demi de Marseille et qui a pour objectif de développer et de diffuser des solutions de recyclage et de réduction des déchets plastiques, solutions qui sont adaptées aux économies les plus touchées par ce fléau, à savoir souvent les économies qui se trouvent dans les pays émergents. Alors pour qu'elles soient adaptées, ces solutions, elles doivent remplir 2 critères. D'une part, elles doivent être low-tech, c'est l'inverse des high-tech. Globalement, ça veut dire bon marché et facilement réparable. Et deuxièmement, elles doivent être open source, c'est-à-dire libres de brevets, pour que la plupart des gens puissent s'en emparer et les adapter à leurs problématiques locales. Donc ce projet, il était super excitant, c'était de l'aventure, de la protection de l'environnement, tout ce que j'aimais. Mais au bout de 3 ans, j'ai décidé de quitter le navire. Alors j'ai quitté le navire pour plusieurs raisons. Il y a eu des raisons humaines, hein. En toute honnêteté, on était 4 hommes à la tête de ce projet avec nos égos et ça a un petit peu clashé. Mais il y avait aussi 2 raisons qui ont un peu façonné mon projet actuel. La première, c'est que les gens nous voyaient et surtout un certain nombre d'entreprises investissaient dans notre projet parce qu'ils pensaient qu'on était des géo-trouve-tout, qui allaient résoudre le problème de la pollution plastique à grands coups de baguette technologique. On nous voyait un peu comme les Bertrand Piccard des océans, comme les Elon Musk de la lutte contre la pollution plastique. Alors qu'à force de discuter avec des chercheurs et des anthropologues, en lisant aussi des bouquins comme La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, si ça vous parle, on se rendait bien compte que l'innovation technologique et l'efficacité énergétique, ça n'allait pas suffire à résoudre ce problème plastique, à résoudre n'importe quel problème environnemental, tant que ce n'est pas couplé à une baisse de la consommation, tant que ce n'est pas couplé à un changement de nos comportements, en d'autres mots, à de la sobriété. Donc ça, c'est la première raison qui m'a fait me dire, si les gens investissent là-dedans et qu'ils espèrent qu'on va résoudre le problème juste avec de la technologie, ça me déplaît un peu. La deuxième raison, c'est qu'à ce moment-là, en 2018, il y avait un autre sujet environnemental qui prenait un peu de l'ampleur, le fameux changement climatique. Et nous, avec Plastic Odyssey, pour lutter contre la pollution plastique, on développait quoi? Et on s'apprêtait à diffuser massivement quoi? Des solutions thermiques. Donc des solutions qui utilisent des combustibles, de l'énergie fossile pour fonctionner. Donc d'une certaine manière, on était un peu en train de se dire, attends, on est en train d'essayer de lutter contre la pollution plastique, mais tout en contribuant au changement climatique. Et ça nous gênait un peu. Sobriété, changement climatique, c'est 2 nouveaux sujets écologiques qui sont apparus dans ma vie et qui ont tout d'un coup commencé à beaucoup m'exciter et m'intéresser. Donc je suis parti de l'aventure et j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais développer un projet et résoudre tous ces problèmes à la fois. Pollution, climat, changement des comportements. Mais bon, j'étais tout seul et il fallait bien commencer quelque part. Donc rapidement,
la première chose qui me venait à ma disposition, c'était quoi? C'était de voir quel était mon impact à moi sur ce climat. Donc j'ai mesuré mon empreinte carbone et je me suis rendu compte que j'étais, malgré mon engagement dans la lutte contre la pollution plastique, j'étais un assez mauvais élève. J'étais à 12 tonnes de CO2. Et tout à l'heure, j'en ai entendu parler par Tom, Tim, je ne sais plus lequel, mais l'objectif qu'on doit atteindre d'ici 2050, c'est moins de 2 tonnes de CO2. Donc c'est 6 fois moins que ce que j'émettais chaque année à ce moment-là. Surtout, je voyais que j'étais même au-dessus de la moyenne nationale. Bon, en même temps, ce n'est pas étonnant parce que moi, en parallèle de lutter contre la pollution plastique, ce que je kiffais faire en 2020, c'était des kitesurf trips à Hawaï. Autant vous dire que je prends la destination la plus loin d'ici. Et surtout, à l'époque, mon autre kiff, c'était d'apprendre à piloter des avions. Donc autant vous dire que j'étais vraiment pas bien câblé. Donc forcément, j'étais un peu honteux, j'étais en colère contre moi-même, mais j'étais aussi en colère contre la société qui me disait que le rêve, la réussite, c'est ça. C'est d'aller explorer le monde partout de manière frénétique et d'apprendre à piloter les avions. Enfin, je sais pas, c'est une partie des rêves. Donc là, deuxième dépression, deuxième choc écologique. Forcément, quand on est déprimé, quand on n'est pas bien et quand on se rend compte de quelque chose comme ça, d'un tel changement à effectuer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en parler, on veut l'exprimer. Alors soit on va voir son psychologue, soit on en parle à ses proches. Mais moi, le problème, c'est que j'avais quitté Plastic Odyssey, j'avais plus de copains écolos, parce que dans ma famille, c'était pas trop le sujet. Et donc, je ne savais plus vraiment où en parler. Et donc, devinez où je me suis mis à raconter un peu toutes ces émotions. Quand même à ma famille, dans mon groupe WhatsApp familial. Alors, je ne sais pas si vous avez un groupe WhatsApp familial. C'est dangereux. Je me suis mis tout d'un coup à partager dans ce groupe plein d'articles super anxiogènes sur le fait qu'on prend trop l'avion, qu'on mange trop de viande, que nos voitures, elles sont trop grosses. Et là, j'ai franchement fait chier tout le monde, en fait. Rapidement, je suis devenu le bobo écolo relou de la famille. Mais c'est pas grave, j'étais super convaincu dans mon combat, donc j'ai continué, et un beau matin, je me suis réveillé, et je m'étais fait virer du groupe WhatsApp familial. Et ça fait mal quand même. Bon, heureusement, on est une famille, on s'aime bien, et ils m'ont réintégré dans le groupe WhatsApp familial quelques jours après. Ils étaient énervés, moi j'étais vexé, mais j'avais toujours envie de les convaincre quand même. Je voulais pas lâcher mon combat. Et donc je me suis dit, il faut peut-être que je change de stratégie. Et c'est là que j'ai écouté quelqu'un d'un petit peu plus érudit que moi, un certain Mahatma Gandhi, qui nous dit, si tu veux changer le monde, commence par toi. Je me suis dit, ok, c'est vrai que là, je leur parlais de SUV et tout, mais moi, mon bilan carbone n'était franchement pas brillant. Donc, je vais commencer par moi, et dans mon changement, je vais essayer de les inspirer, de montrer l'exemple et que ça leur donne envie. Donc rapidement, je me suis mis à réfléchir à une forme d'expression, à une manière de leur donner envie, à une manière de rendre ça désirable à mon échelle et à la leur aussi. Et il s'avère que ma passion pour l'aventure, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de ma famille. En effet, depuis que je suis tout gamin, nos parents ils nous emmènent en vacances de façon un peu originale. Voilà. Comme quand j'avais 8 ans, mon papa a récupéré les chambres à air du tracteur de mon grand-père, le sommier du lit de ma tante, qui était ravi, et il a construit ce radeau et on a passé 8 jours à descendre les gorges du Tarn comme ça. Une vraie aventure vers la sobriété. Alors je pense qu'à l'époque, c'était plutôt une aventure de la radinité, parce qu'il n'y avait pas trop de conviction écologique derrière, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de budget. Mais les radins sont des très bons écolos.
Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah tiens, voilà le lien que j'ai avec mes parents, le truc qui nous fait vibrer en commun, c'est l'aventure. Donc je vais faire des aventures pour parler de protection de l'environnement. Donc voilà, j'avais mon idée, ma volonté, donc je me suis dit, allez, c'est parti. À ce moment-là, on était en mai 2020, à la fin du déconfinement. Bon, pas tout à fait à la fin d'ailleurs. Et je me suis dit, allez, je me lance dans une aventure. Mais pour qu'elle soit engagée, il fallait bien que je respecte des principes, que je m'impose des règles écologiques. Et donc, en reprenant mes convictions, j'ai défini 3 règles, ou plutôt 3 zéros, que j'allais essayer de respecter autant que possible dans chacune de mes aventures. La première règle, elle vient en lien avec les déchets. Je veux plus de déchets, donc mon premier zéro, ce sera 0 déchet. Alors celle-là, elle est facile dans le quotidien. À la maison, je m'étais mis à faire mes petits bocaux en bon bobo écolo. Mais en voyage, c'est un peu plus difficile parce qu'on est sur le pouce. Voilà, on achète souvent emballé. Donc je me suis mis à prendre des petits sacs en vrac, à refuser les emballages dans les boulangeries, à prendre des cajots pour faire mes courses. Des petits gestes qui ne changent pas le monde, évidemment, mais qui permettent de changer ma mentalité. Et ça, c'était important. Le deuxième zéro, c'est le 0 empreinte carbone, parce que mon nouveau sujet de prédilection, c'était le climat. Et donc là, forcément, en voyage, où est-ce qu'elle est, notre empreinte carbone, principalement? Dans les transports. Donc je me suis dit, bon bah, niet, les aventures en avion, en voiture, c'est terminé. Je vais privilégier des moyens de transport le plus décarbonés, donc globalement ça. Mais quand je vais loin, bon bah, je privilégierai le train. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le train est quand même très décarboné. Marseille-Paris, le trajet que je viens de faire aujourd'hui, bah, c'est 76 fois moins de CO2 émis en train versus en tant que passager d'un avion, et 114 fois moins que si j'étais seul au volant de ma voiture. Donc l'impact carbone dans les voyages, dans les transports, il est énorme. Donc ce sera mon deuxième zéro. Et mon troisième zéro, bah, c'est celui lié un peu à la sobriété, à cette société de la surconsommation qui nous pousse toujours à acheter plus. Et je trouve que c'est particulièrement vrai dans le voyage et dans l'aventure sportive. Le sport, c'est des activités qu'on fait quand même pas souvent au quotidien. Le taux d'usage de nos équipements, il est assez faible. Et pourtant, on a besoin de plein de choses différentes. Donc, d'acheter des choses neuves qui nécessitent d'extraire de la matière, de la transformer pour finalement l'utiliser peu et l'user vite, ça me déplaisait. Donc, je me suis dit, je vais me limiter à des achats seconde main et à de la réparabilité. Et c'est comme ça que j'ai défini 3 principes. J'aime bien quand les choses marchent par 3, c'est pas aller plus loin que ça. Et que j'avais enfin mon programme, mon cadre pour me lancer dans mes aventures de sobriété. En 2 ans et demi, j'ai donc réalisé 8 aventures en vélo, en rando, en paddle, en kayak. Pourquoi? Bah, tout simplement, déjà parce que dans ma famille, on est des touche-à-tout, mais surtout parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller toucher un peu plein de communautés sportives différentes, d'aller un peu montrer différents exemples de voyages décarbonés. Alors comme je le dis tout à l'heure, moi je ne suis pas un super zéro. Mon but, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas d'arrêter totalement tout, mais c'est de m'améliorer d'une expédition à l'autre, de changer ma manière de fonctionner, mes principes pour tendre vers plus de sobriété. Donc par exemple, au niveau du 0 empreinte carbone, au bout de ma 3e expédition, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, maintenant, terminer les repas carnés, je passe au repas végétarien. Pourquoi? Parce qu'une alimentation carnée, on le sait, est beaucoup plus émettrice de CO2. Donc au fur et à mesure, j'essayais d'aller de plus en plus loin, tout en étant bien évidemment pas parfait, mais en essayant d'entraîner les gens dans cette aventure vers la sobriété. Comment? En utilisant les émotions que génère le sport et l'émerveillement que nous procurent toutes ces aventures en pleine nature. Et il s'avère que ça a plutôt bien marché, parce que la communauté a assez bien grandi sur les réseaux sociaux, mais surtout mes parents ont commencé à changer leur façon de voyager, et depuis 2 ans et demi, je suis toujours dans le groupe WhatsApp familial. Et ça, c'est important. Donc voilà, maintenant une partie de mon activité, c'est de faire ça, de faire rêver les gens à une autre façon de voyager.
Mais bon, le voyage, c'est qu'une partie du problème, évidemment. On est d'accord, voyager, c'est nos loisirs ou nos déplacements professionnels. Mais ça ne va pas toucher ces actions-là, notre quotidien. Et moi, le quotidien, je voulais aussi qu'il change, notamment le mode de vie de ma famille. Et cette opportunité, elle m'a été donnée au moment du deuxième confinement. Alors cette fois, j'étais confiné à Marseille, chez moi. Alors Marseille est une ville réputée pour être extrêmement propre. Et donc, pendant ce petit confinement, on avait le droit à 1 heure de liberté. Qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais courir pour me défouler. Et en courant dans mon quartier, j'ai vu qu'il y avait plein de déchets. Et donc là, je me suis dit, tiens, plutôt que de juste aller me défouler, en plus de mes baskets et de mon short, je vais prendre des gants, un sac poubelle et je vais aller ramasser les déchets. Et en rentrant chez moi, j'ai pris cette photo et là, je me suis dit, mais tiens, ça, c'est de l'aventure à une autre échelle, ça touche au quotidien, pourquoi pas le proposer à tout le monde ? C'est accessible. Tout le monde peut s'y mettre avec moi. Surtout que pendant le confinement, on se faisait tous un peu chier, quoi. Donc j'ai posté cette photo sur les réseaux sociaux, j'ai créé ce petit hashtag « Nettoie ton kilomètre » et j'ai commencé à nominer des gens, voilà, en leur demandant de relever le défi. Donc mes proches, évidemment, qui se sont mis à le faire avec moi et non pas à me refouler. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai jamais trop compris, mais il y a Joe Star, rien à voir, qui a repartagé le hashtag. Puis après, il y a eu pas mal de célébrités. Et donc, ça a pris une ampleur assez improbable. Et il y a plein de gens qui se sont mis à relever ce défi en France. Puis les médias s'en sont emparés. Et là, ça a pris une dimension assez folle parce que c'est parti partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Et c'était assez incroyable. Merci. Et c'était assez incroyable de voir cet engouement pour un petit geste qui, encore une fois, ne change pas le monde, mais qui était une façon, non pas de pointer les gens du doigt, mais de faire une action positive et entraînante, impactante. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que les gens m'envoyaient des messages et des photos, non pas juste en me disant « Ah merci, on a nettoyé notre environnement ». Non, souvent ils me disaient « Merci pour ce projet, merci pour ce défi, ça m'a redonné la motivation de sortir chez moi alors que j'étais déprimé à cause de ce deuxième confinement. Merci, ça m'a donné le sentiment de contribuer à un effort général, à faire partie d'un mouvement. Merci, ça a donné du sens à mon quotidien. » Et ça, c'est hyper important pour donner envie aux gens de passer à l'action. C'est non pas seulement de montrer l'impact en fait sur l'environnement, parce que souvent c'est assez difficile à mesurer, mais c'est de montrer les co-bénéfices qu'on peut tous obtenir quand on s'engage dans ce genre d'action. Donc fort de cette action un peu qui était plutôt prometteuse, je me suis mis à en proposer d'autres, des petits gestes comme ça, comme baisse le chauffage, nettoie tes data, passe au compost, boulot vélo dodo, ramène ton bento. Je crois même que vous, au CJD, vous avez un balance tâtonne ou quelque chose comme ça, me semble-t-il. J'espère que vous l'avez fait. Et à chaque fois, j'essaie d'embarquer évidemment ma famille, j'essaie d'embarquer les gens. Et pour le faire, j'essaie pas trop de mettre l'accent sur le geste environnemental, mais j'insiste spécifiquement sur les co-bénéfices. C'est ça qui est important pour créer des déclics, des changements de comportement. Par exemple, prendre son vélo, c'est pas juste réduire son empreinte carbone. Prendre son vélo, c'est améliorer sa santé. Voilà un co-bénéfice. Nettoyer ses données de son ordinateur, alors ça ne change pas énormément notre empreinte numérique, mais ça nous permet aussi de nettoyer un peu cette charge mentale, cette surcharge professionnelle. Baisser le chauffage, ça fait quoi? Ça réduit notre empreinte environnementale, effectivement, mais ça permet quoi d'autre? Ça permet de faire des économies financières, ça permet de contribuer à l'effort européen actuel d'être un peu plus indépendant énergétiquement. Donc c'est ces choses-là que j'essaye à travers ces défis, ces aventures de mettre en avant, les co-bénéfices. Donc voilà, ça c'est ma manière de m'engager, mes moyens d'expression, de l'aventure, des petits gestes du quotidien. Et forcément, tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous emmène à changer nous-mêmes. Et surtout,
ça montre que ce changement, il peut être hyper cool, hyper fun. Il peut être une vie à 3,7 tonnes de CO2, ça peut être émotionnellement incroyable. C'est ça qui est important de montrer si on veut réussir à embarquer les gens. C'est montrer les co-bénéfices et rendre ça désirable, rendre ça émotionnellement hyper excitant. Donc aujourd'hui, je continue des actions, j'en essaye plein, il y en a qui marchent moins bien, mais l'idée, c'est toujours de chercher à embarquer les gens, non pas seulement dans leur quotidien, dans leur voyage, mais aussi dans leur changement de rapport à la culture, au mode de vie, au choix, à la réussite. Par exemple, une autre action que je mène depuis plusieurs mois s'appelle Ma Pause Climat, où là, je m'amuse à prendre des petites pancartes et à mettre des messages et un peu à les raconter de manière détournée, décalée, pour alerter sur les problèmes, mais aussi pour montrer les bénéfices, encore une fois, de cette transition vers la sobriété. Donc là, on peut retrouver d'ailleurs à droite Tom, qui était juste là tout à l'heure, et Arthur, qui est passé ce matin. On était en haut de la Sainte-Victoire, pas loin de Aix-en-Provence, pour une petite pause climat ensemble. Et l'idée, c'est toujours de donner une dimension un peu fun, décalée, mais surtout qui m'amuse moi et qui donne envie aux gens d'y passer. La prochaine action sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, bon, j'espère qu'il n'y a personne ici qui travaille pour Charal, je ne sais pas. Bon, je ne fais rien de mal à Charal. Mais, donc la première action, c'est de détourner les publicités. On va lancer avec des designers une campagne de détournement des publicités, non pas pour critiquer directement les entreprises, mais pour promouvoir encore une fois différemment ce nouveau mode de vie, ce choix, cette aventure vers la sobriété. La publicité, forcément, c'est quelque chose d'extrêmement impactant dans nos décisions. Ça change et ça guide nos désirs et nos choix de consommation. Donc voilà, à travers ce genre de petites actions, des aventures sportives, des défis citoyens, j'essaye de changer les mentalités et de rendre cool et populaire la sobriété. Ça, ce sont mes moyens d'expression. C'est ça que je kiffe faire. Mais il y en a plein d'autres, des moyens d'expression. La musique, l'écriture, le dessin, la politique, la cuisine, le cinéma, l'art oratoire, le 7e art ou encore l'entrepreneuriat. Ce que vous faites, vous. Tous ces moyens d'expression, ils peuvent contribuer à changer les mentalités, à changer notre vision et à rendre désirable et cool cette sobriété volontaire. Donc aujourd'hui, je vous invite toutes et tous à utiliser vos talents, vos passions, vos loisirs, vos métiers, à les utiliser, à les détourner pour que demain, la vie des Kardashians soit bien moins sexy que celle de Pierre Rabhi. Pour que demain, la sobriété soit gagnante. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, on n'a plus vraiment d'autres options. Et en vérité, cette sobriété, elle est extrêmement kiffante. Et surtout, moi je veux qu'on ringardise ce rêve américain de consommation au profit du Sustainable Dream. Plus de liens et moins de biens. C'est ça qui est important. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, merci. Merci Benjamin d'avoir confirmé ce dont nous avions tous l'intuition. L'avenir de l'écologie, c'est l'avarice. Merci. Merci Benjamin Demolien. Merci.